Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin, samedi matin. Je suis Flavio Bonnet, je suis kiné. Je suis très heureux de faire cette présentation aujourd'hui sur les tendinopathie et comment optimiser le renforcement musculaire. Donc juste pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis kiné depuis 2010 de l'école de Grenoble. Qui a fait Grenoble parmi vous ? Personne, ok, je suis seul représentant de Grenoble. Je suis installé à Paris depuis 2013 dans le centre Kiné Sport Paris 5, qui est en bas de la rue Mouffetard. Les étudiants parisiens connaissent sûrement la rue Mouffetard. Le haut est assez festif, assez estudiantin. Il y a 10 ans de ça, j'ai cofondé la filiale française de la Clinique du Coureur. Vous connaissez sûrement la Clinique du Coureur. Donc c'est Florence Morisseau et moi-même qui avons construit la filiale française. Et en même temps, puisque je ne fais jamais les choses à moitié, on a fondé l'agence EBP, qui est un organisme qui fait venir les meilleurs chercheurs internationaux en France. On les traduit en direct dans les formations. On a des parcours en ligne qui sont tous traduits en français aujourd'hui, aussi, je veux dire. Et on a 25 parcours en ligne. On collabore maintenant avec 50 orateurs internationaux répartis dans 11 pays différents. Donc j'ai la chance de voir les meilleurs chercheurs régulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite synthèse de ce qu'on voit sur les tendons et comment on va pouvoir améliorer nos traitements par rapport à tout ce qui a trait au renforcement musculaire et à l'apport de la technologie. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance et l'honneur d'avoir comme partenaire probablement la plus belle marque de ce congrès, en tout cas parmi les plus belles marques, Technogym. Si vous faites de la muscu, si vous êtes déjà allé dans un hôtel sympa, vous êtes déjà monté sur une machine Technogym, et aujourd'hui, je suis très très heureux de faire ce partenariat avec eux. Je les remercie pour leur confiance. Donc on va parler de tendinopathie aujourd'hui. Et il y a un article qui est sorti cette année, 2025, qui remet en cause complètement ce qu'on pensait jusque-là. Vous savez, ces dernières années, je l'ai dit moi aussi, on pensait que l'inflammation n'avait plus aucun rôle dans les tendinopathies et que désormais on parlait de tendinopathie et plus de tendinite, etc. Il semblerait que les choses soient beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancées que ça. En fait, vous savez, la plupart du temps, c'est à cause d'erreurs d'entraînement qu'on se fait une tendinopathie. Trop de volume, trop d'intensité, trop de côte. Il y a un petit peu trop de charge mécanique et on déclenche une inflammation. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, les tendinopathies. On a tout d'abord une prédisposition génétique. Il y a des gens qui ont des gènes des tendons, comme il y a des gens qui ont des gènes du mal de dos. C'est d'abord une prédisposition génétique. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour les lésions du ligament croisé, sans trauma, c'est-à-dire les gens qui se font un ligament croisé seul sur un changement de direction, la génétique dans ce cas-là est responsable de 69%, dans 69% de l'explication de la blessure. Juste votre génétique, votre patrimoine génétique explique les ruptures non traumatiques du ligament croisé et c'est probablement au moins aussi important que pour les tendinopathies. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui est non modifiable, mais il faut toujours garder en tête que nos patients ont une prédisposition génétique à avoir des tendinopathies. Bien entendu, il y a les erreurs d'entraînement qui sont la plupart du temps les choses qui expliquent, mais il y a aussi les désordres métaboliques, il y a l'âge, on s'adapte moins bien avec le temps, il y a l'inflammation systémique ou l'inflammation de bas grade. Les gens qui sont en surpoids sont en fait dans une situation d'inflammation dite de bas grade, à bas bruit si vous voulez, qui les prédispose à avoir des tendinopathies. On a la cigarette, bien entendu, la médication. Vous savez que les anti-inflammatoires augmentent le risque d'avoir une tendinopathie, une rupture tendineuse, mais il y a pire que les anti-inflammatoires. Il y a les antibiotiques, vous le savez, de la classe des fluoroquinolones, qui ont un effet ténotoxique. Mais il y a aussi les anti-hypertenseurs, chose qu'on oublie fréquemment. Chez les gens hypertendus, on leur donne des médications et cette médication augmente le risque par 7 d'avoir une rupture tendineuse. Il y a une très belle étude qui a été faite sur plus de 1000 personnes. C'est l'étude de Nissonen qui montrait que ça multiplie par 7 le risque d'avoir une rupture tendineuse, le fait de prendre ces médications-là. Et puis, bien entendu, il y a les traumas directs sur les tendons. D'accord ? Donc, vous voyez, quand on parle de tendinopathie, c'est déjà beaucoup plus large que juste le coureur qui a fait une côte un petit peu plus intense. D'accord ? Il faut prendre en compte tous ces facteurs-là. Et en fait, tous ces facteurs-là vont engendrer une cascade cellulaire qui va créer des altérations cellulaires, une inflammation, parfois une chondro-ossification lorsque le tendon, vous savez, le tendon, il est fait pour prendre des charges tensiles. Et lorsqu'il est mis en face de charges compressives, quand on compresse un tendon, on peut changer sa qualité histologique et ça devient presque parfois comme du cartilage. Il y a comme une sorte de calcification, on pourrait dire de chondro-ossification au niveau du tendon et des anthèses notamment. On a aussi des infiltrations de gras dans les tendons qui montrent une forme de dégénérescence et une résistance moindre qui va les prédisposer à se rompre.
On a aussi une angiogénèse. Je ne sais pas si vous savez, mais dans un tendon sain, il y a très peu de vaisseaux sanguins. Il y a très très peu de vaisseaux sanguins et je suis toujours très perplexe quand, dans des grands congrès de rééducation comme aujourd'hui, on vous dit que certaines thérapies ou certaines techniques vascularisent les tendons. Un tendon sain est plutôt avasculaire. Quand on fait un programme d'exercice, qu'on soigne quelqu'un, il y a plutôt moins de vascularisation d'un tendon qu'avant. D'accord ? Donc quand on dit qu'on revascularise les tendons, je suis toujours très très sceptique là-dessus parce que dans le processus pathologique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une croissance, une angiogénèse de vascularisation dans un tendon. On parle de néovascularisation. Ensuite, bien entendu, toute cette cascade va entraîner de la douleur et un gonflement et aussi une altération de la matrice extracellulaire de collagène. Donc voilà, tout ça est résumé dans cet article qui vient de sortir et qui va complètement changer aujourd'hui notre façon de voir les choses parce qu'en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle une tendinopathique loop. Comment on pourrait dire en français, je ne sais même plus, mais une rotation sur les tendons. En fait, il y a un lien en fait, entre la charge mécanique, l'inflammation et la vascularisation des tendons, et l'un nourrit l'autre. Plus vous chargez un tendon, plus il y a d'inflammation, plus il y a de l'adaptation vasculaire, et le patient rentre dans cette loupe j'ai plus le mot en français, mais dans cette boucle de tendinopathie qui va le prédisposer à avoir une pathologie chronique. Et en fait, concrètement, c'est encore une image tirée de l'article. Concrètement, quand on regarde la progression des tendinopathies, on passe d'un stade du début, donc par exemple quelqu'un qui va augmenter sa charge, il peut commencer à déclencher de la douleur s'il ne corrige pas sa planification d'entraînement, sa prescription d'exercice, etc. Et que ça ne se résout pas, il va augmenter encore la dégénérescence et l'altération structurelle que je vous présentais juste avant. Et il va passer dans le stade chronique et il va rentrer dans cette tendinopathic loop où plus de charge mécanique va entraîner plus d'inflammation, il va entraîner plus de vascularisation, plus de désorganisation de la trame de collagène, etc. Et ça pourra le prédisposer aux ruptures. On sait que les ruptures apparaissent dans 95% des cas chez des tendons assez dégénératifs. Donc, c'est quoi un tendon dégénératif? C'est un tendon qui est très vascularisé, qu'on peut voir en échodoppler. C'est un tendon qui est épaissi, qui est sensible à la palpation souvent, qui est nodulaire parfois. Ouais, c'est les tendons un peu dégueulasses qu'on voit au cabinet qui arrivent. C'est vrai qu'ils ont un risque de rupture un petit peu plus important que le reste. Probablement parce qu'ils sont dans cette boucle-là. Quand vous allez explorer un petit peu avec les gens, c'est aussi des gens souvent qui ne bougent pas trop, qui mangent mal, qui fument. Et on a la salade tomate-oignon pour se rompre le tendon, si vous voulez. On a la galette complète pour les Bretons pour se rompre le tendon. Bref, donc aujourd'hui, on va parler des tendinopathies. Donc quand je vous parle de tendinopathie, je parle vraiment de tendinopathie corporéale. Donc quand on parle du tendon d'Achille, ça va être de 2 à 6 cm de l'insertion. Quand on parle du tendon patellaire, c'est à l'apex de la rotule. Quand on parle du moyen fessier, c'est à l'insertion sur le grand trochanter, etc. C'est des choses qu'on voit très très fréquemment au cabinet. Et j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. C'est est-ce que vous connaissez cette personne-là ou pas? Est-ce que quelqu'un dans la salle là est capable de me dire qui est ce monsieur-là? Parce qu'il a eu un rôle exceptionnel dans les tendons et dans le traitement des tendons, puisque c'est Stanish. Qui connaît Stanish parmi vous? Qui a entendu parler du protocole de Stanish? Ok, vous me rassurez. Par contre, personne ne connaissait sa tête. En effet, on n'a jamais trop vu sa tête, mais c'est William Stanish qui a créé le fameux protocole de Stanish. Et je vais vous raconter une anecdote que peu de gens savent, mais en fait, Stanish n'a même pas vraiment eu l'idée de charger les tendons. Apparemment, ça sera un interne à lui qui a eu l'idée. Et la personne qui a planché sur le développement de la recherche pour développer le protocole de Stanish, c'est en fait une femme, Sandra Kervin, qui était en plus d'être une femme, une kinésithérapeute. Et l'histoire n'a retenu que Stanish, le grand professeur, etc., et a complètement occulté Sandra Kervin, qui était une kinésithérapeute, qui a fait tout son master de recherche là-dessus, et qui est d'ailleurs première auteure sur le bouquin original que j'ai acheté sur Amazon pour 2 €. Un bouquin qui date de 1984 et 20 € de frais de port. Alors, je vous propose qu'on applaudisse chaleureusement Sandra Kervin, qui a été oubliée par l'histoire. Et on a retenu que ce bon vieux Stanish, qui a créé ce fameux protocole qu'on a tous appris, qu'on utilise probablement tous, mais qui est aujourd'hui complètement dépassé, puisque les amis, en 1984, je n'étais même pas né. Okay. Alors, il disait quoi ce protocole? Premièrement, petit échauffement. Ensuite, de l'étirement. On va voir si vraiment c'est EBP aujourd'hui, si c'est basé sur l'épreuve d'étirer, quel est l'intérêt et pourquoi on le fait. Ensuite, il y avait ce fameux
Le fameux, le sacro-saint 3x10. Vous savez, en fait, moi, ça me fait rire parce que, en fait, je pense que le 3x10, le fait que les kinés donnent aujourd'hui en renforcement musculaire 3x10 à chaque fois, ça vient probablement de ce truc-là. Et on verra qu'on peut optimiser un petit peu, on peut faire un peu mieux que du 3x10. Ensuite, il n'y avait que de l'excentrique dans son protocole. Et on commençait à vitesse lente, puis vous savez, on allait vers des vitesses moyennes plus rapides avec des courses plus ou moins grandes. Vous vous souvenez de ça? On finissait par de l'étirement, parce qu'on était convaincus à l'époque que l'étirement, c'était le Graal. Et puis on finissait par de la glace. Parce qu'on avait quand même échauffé le tissu, donc il fallait calmer les choses, etc. On va voir que mettre de la glace aujourd'hui, quand vous voulez créer de l'adaptation dans un tissu, c'est plutôt contre-productif. Aujourd'hui, pour ceux qui font de la musculation, même quand vous plongez dans un bain glacé, c'est plutôt anti-adaptatif. Ça réduit votre croissance musculaire. Vous envoyez un signal inverse que ce que vous venez de proposer aux patients. Donc, ce protocole-là, il est très très optimisable et globalement, il y a 8 erreurs que je vois un peu trop fréquemment. Généralement, quand je reçois des patients et quand je les interroge, ils me disent « Oui, voilà, j'ai fait de la kiné, j'ai fait 20 séances. » Je leur dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Généralement, il y a 8 erreurs que je vois le plus fréquemment. C'est 1, on fait beaucoup trop de passifs. Toutes les thérapeutiques passives allongées sur une table, et je paraphrase mon collègue de la clinique du coureur, Jean-François Esculier, qui est un peu dur, hein, je suis désolé pour celles et ceux qui vendent ces matériels-là, mais lui il dit, avec son accent québécois, globalement, tout ce qui se branche dans un mur, il ne faut pas l'utiliser. Je dis, bon, t'es un peu dur quand même, parce que par exemple, on a les ondes de choc qui peuvent être quand même, et c'est démontré par la science, une option thérapeutique dans certains cas, etc. Mais globalement, du passif, je vous le dis, on en fait trop, on en voit trop, il faut passer sur l'actif. Ensuite, ce que je vois, c'est des gens qui font des exercices dans des amplitudes insuffisantes. C'est-à-dire que par exemple, sur une tendinopathie d'Achille, ils vont faire des exercices à partir du plat, alors qu'il faudrait le faire sur une marche pour aller chercher de la course externe, parce qu'il y a beaucoup plus d'adaptation en course externe. Ensuite, ce qu'on observe, c'est un volume insuffisant. 3x10, en fait, quand vous interrogez un patient qui vous dit, voilà, j'ai vu un kiné, il m'a suivi pendant 20 séances, et je lui disais, bon, vous avez fait quoi? Il me dit, bah, je faisais des ultrasons, puis après, je faisais mes 3x10, et je lui dis, à la maison, vous faisiez quoi? Bah, 3x10, ok, combien de fois par semaine? Une fois. Bah, vous voyez bien que le volume n'est pas du tout suffisant pour aller créer de l'adaptation dans un tendon qui est en train de dégénérer. Donc le volume, c'est-à-dire le nombre de séries par semaine, est généralement vraiment pas suffisant. Je vais vous montrer aujourd'hui le protocole de référence. Vous allez être très surpris, je pense, par le volume qu'il faut pour créer de l'adaptation dans un tendon et contribuer à réduire la douleur et augmenter la capacité fonctionnelle. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des gens qui font des séances pendant des semaines, voire des mois, avec la même charge. Et souvent au poids de corps. Donc en fait, il n'y a pas assez de volume sur une charge insuffisante qui n'est pas incrémentale, c'est-à-dire qui ne monte pas dans le temps. Et donc vous n'envoyez aucun signal au corps que vous voulez de l'adaptation. Le corps ne détecte pas, parce que le corps s'habitue à un certain stress mécanique, le corps ne détecte pas que vous voulez provoquer un changement. D'accord ? Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des gens qui font donc des choses plutôt passives, dans une amplitude insuffisante, sur un volume insuffisant, pas chargé, qui en plus vont reprendre le sport directement après avoir fait ça. Mais vous ne pouvez pas passer de lent dans une amplitude moyenne à du foot, où vous allez chercher du changement de vitesse, de la force, de l'explosivité en course externe. Vous voyez bien, c'est évident que le patient va se blesser, c'est évident. Il faut faire le lien entre la thérapeutique, premièrement sur table, ensuite au cabinet et ensuite au terrain. Donc il y a un lien qui doit se faire, il y a une adaptation, une progressivité dans les sauts, dans l'introduction de la pliométrie. Par exemple, souvent les gens aussi confondent ce que c'est, ne savent pas ce que c'est le dynamique versus la pliométrie. Si je fais ça, c'est pas pliométrique, d'accord ? Pourquoi ? Parce que la pliométrie, il faut qu'il y ait un changement très rapide. Ça, c'est pliométrique. Vous voyez la différence ? Et la contrainte tendineuse, elle est beaucoup plus importante en pliométrie que sur du dynamique lent et souple, en fait. Donc c'est toutes ces notions-là qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on voit, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que la progression est mal calibrée, on part trop vite sur le terrain alors qu'on n'a pas fait toute cette liaison avec la dynamique et la plio. Il y a un manque de personnalisation, on donne des choses standards aux gens, 3x10 pour tout le monde, même protocole, même charge, etc. Et puis, on néglige l'éducation à la douleur. Dans le protocole de Stanish, vous savez, est-ce que vous vous souvenez de cette petite phrase? Moi, j'ai appris ça à l'école, hein, donc il y a 15 ans, ça ne me rajeunit pas, mais à l'époque, on disait dans le protocole de Stanish, il faut que la douleur arrive sur la dernière répétition. Vous vous souvenez de ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas ce qui se passait si on rentrait dans la douleur.
dans le cadre de tendinopathie persistante. Donc ils se sont dit, OK, on y va mollo parce qu'on n'a pas envie de flamber tous les patients. On va essayer de les challenger un peu, mais pas trop. Mais moi, personnellement, je ne suis jamais arrivé à prescrire un exercice avec une douleur sur la dernière répétition. Donc en fait, il y a ce monsieur-là qui est arrivé dans les années 2000, qui est un chirurgien orthopédiste suédois qui s'appelle Håkan Alfredsson. Est-ce que vous connaissez le protocole d'Alfredsson? Levez la main, ceux qui... Vous ne connaissez pas Alfredsson? OK, une personne, waouh! J'aurai un cadeau pour toi tout à l'heure, je pense. Alors, écoutez, cette anecdote, je vais vous raconter une anecdote par rapport à lui qui est incroyable, qui m'a été confirmée par Jill Cook en personne. Jill Cook, c'est la prêtresse des tendons, je vous en parle juste après. Mais ce monsieur-là était chirurgien orthopédique et il souffrait d'une tendinopathie d'Achille. Et il avait essayé le Stanish et il n'avait pas été guéri par rapport à ça. Il voulait absolument que ses collègues chirurgiens l'opèrent. On pourra digresser sur les opérations des tendons, mais gardez en tête que c'est globalement quelque chose de pas très bien. Et on arrive aujourd'hui à une chirurgie tendineuse parce qu'en kiné, on n'a pas réussi à bien faire le job. Okay, mais ce monsieur-là souffrait d'une tendinopathie d'Achille. Stanish ne marchait pas. Ses collègues chirurgiens ne voulaient pas l'opérer. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est dit, OK, je vais faire de l'excentrique lourd dans la douleur, dans l'objectif de me péter le tendon. Comme ça, ils vont m'opérer, ces enfoirés. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'excentrique lourd dans la douleur. Et guess what? Au bout de quelques semaines, il s'est guéri et il a développé le protocole d'Alfredsson, qui a été publié en 2003 dans une étude chez des athlètes de piste, 180 athlètes de piste. Et il a testé, il a développé son protocole que je vous décris juste après. C'était donc 2 exercices, jambes tendues et jambes fléchies, d'excentrique dans toute l'amplitude, 6 secondes de descente, très lent. Genoux fléchis pour aller chercher les fibres un peu plus profondes au niveau du solaire. 3 fois 15 répétitions, 2 fois par jour. Donc si vous comptez bien, on est déjà à 90 reps par jour, genoux fléchis et genoux tendus. On est à 180 reps par jour. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, je ne sais plus exactement quoi, j'ai confondu combien il y avait de personnes dans l'étude, mais c'était 180 répétitions par jour qu'il a étudié dans ce panel-là avec des athlètes de piste, d'accord? Donc, ce n'est pas madame de 60 ans que vous voyez à la maison qui n'a jamais fait de sport, d'accord? On parle d'athlètes de très haut niveau. 180 répétitions par jour, tous les jours pendant 3 mois. D'accord? C'est ça le protocole d'Alfredsson. Et à la grande différence de Stanish, il n'y avait pas de variation de vitesse, il y avait une charge incrémentale, il y avait une douleur permise, voire recherchée. Très important comme notion à ce stade, vous comprenez ça? Et là, j'ai regardé l'article hier. Je voulais vraiment vous citer la phrase qui disait dans l'article, c'était « The exercises were supposed to be painful, but stop when the pain becomes disabling ». Donc, les exercices étaient censés être douloureux, mais les patients devaient s'arrêter lorsque ça devenait handicapant. Donc, vraiment, on allait chercher une douleur quand même qui est en fait assez significative. Hein. Et on est chez des gens qui avaient mal depuis plus de 3 mois. On ne fait pas ça en aigu, bien sûr. Quelqu'un qui vient de se faire mal n'allait pas provoquer la douleur. On va calmer les choses. C'était quotidien. Donc, on s'entend que c'est quand même extrêmement chiant. Hein. Souvent, les gens ils disent « Ouais, mais Flavio, moi, ils ne font pas mes exercices et tout. » Mais en fait, le truc, c'est que nos exos, ils sont super chiants. C'est moi, demain, si je vais voir un kiné qui me dit « Écoute, on va faire un truc super. On va faire 3 fois 15 reps, 2 fois par jour, sur le même exercice, tous les jours pendant 3 mois. » Je vais être là, putain. Alors là, je vais sortir ma petite appli Andrew, je vais lui faire un petit programme, petite dédicace à Damien qui est dans la salle, je vais lui faire un bon petit programme avec différents exos, on va essayer de faire un truc un petit peu plus léché, qui est beaucoup plus motivant, beaucoup plus intéressant que faire du poids de corps pendant 3 mois, c'est insupportable. Donc forcément, l'observance en fait, des patients, elle est pas bonne. Donc il faut essayer d'être un peu plus créatif. Donc bref. Le protocole d'Alfredsson, c'est désormais la référence sur les traitements de tendinopathie. D'accord? Donc, je suis content que personne connaissait ce protocole jusque-là. Je vous invite à faire la photo quand même, si vous voulez, pour le garder en tête. Faites la photo, gardez-le en tête. Je vais vous montrer le nouveau protocole qui est encore mieux, mais ça, c'est quand même 1000 fois mieux que Stanish. Okay? On est dans les années 2000. Hein. Donc là, on est parti de 84. Je n'étais pas né. Je suis en 88. Année 2000. Et on va passer ensuite en 2025, ça vous dit? Voir ce qu'on fait. Donc voilà, et puis en fait ce protocole-là, c'est dans les années 2000, et ils se sont dit bon, on va aller taper dans l'excentrique, dans la douleur et tout. Puis il y a un groupe d'auteurs qui s'est penché, qui s'est dit mais est-ce que les exercices sont efficaces parce qu'ils sont excentriques, ou est-ce que faire du concentrique excentrique ça marche aussi? Et alors là, ils ont développé le protocole HSR. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le protocole HSR? Ouais, hein? Ok, super. En fait, le protocole qui fait vraiment référence aujourd'hui, en 2025, c'est grâce à cette dame-là
qui s'appelle Jill Cook, qui est aujourd'hui à la retraite, que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois parce qu'on l'a invité à l'agence EBP de donner des formations. On l'a invité aussi à notre congrès qui a eu lieu il y a 3 ans, 2022. Et en fait, elle a développé un protocole qui part vraiment de zéro, donc qui part de l'isométrique, donc vraiment très très tôt dans le traitement des tendinopathies, qui progresse par le protocole de Heavy Slow Resistance, donc HSR, que je vais vous détailler juste après, qui est vraiment la référence aujourd'hui dans le traitement des tendinopathies. Mais elle a complété, pour souligner, pour mettre en image ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est elle qui a dit qu'il faut du lien entre cette phase lente et lourde et le retour sur le terrain. Donc elle parle, elle, d'une phase de stockage-restitution d'énergie, où on va décomposer l'introduction de la pliométrie de façon à arriver sur quelque chose de souple, lent, modéré, jusqu'à quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement rapide en course externe, pour être sûr que le patient sera protégé lorsqu'il va reprendre son activité sportive. Elle s'est basée sur 2 études phares pour le protocole HSR. Ce sont le protocole de Bayer, qui a été fait sur la tendinopathie d'Achille, et le protocole de Kongsgaard. Ils ont comparé, ces gens-là, ce protocole-là, donc 3 exercices pour le tendon d'Achille, comparé au protocole d'Alfredson. Donc je vous rappelle le protocole d'Alfredson. En l'occurrence, il faisait 90 reps par jour, parce que 180 reps par jour, il y a très peu de vos patients qui peuvent le faire. Dans leur étude, ils ont comparé 90 répétitions par jour versus ce protocole-là, 3 exercices chargés sur des machines, 3 fois par semaine seulement. D'accord ? 3 entraînements par semaine thérapeutiques, comparé à ça, 2 fois par jour, tous les jours. Ça, c'était l'étude de Bayer. Donc là, on est en 2009. Hein. Donc on parle déjà d'il y a presque 20 ans. Presque 20 ans. Et Kongsgaard, un autre Scandinave, vous savez, tous les Scandinaves, Australie, Nouvelle-Zélande, sont à peu près 50 ans en avance sur la physio française. Moi, j'ai vraiment de la chance parce que je les vois régulièrement, parce qu'on les invite à l'agence faire des formations, des conférences. Kongsgaard, pareil, 2009, publie cet article où il compare pour la tendinopathie de l'apex de la rotule, cette fois-ci, donc vous savez, la pointe de la rotule quand ça fait mal, chez des, on appelle ça le jumper's knee, donc les basketteurs, les volleyeurs, etc. Ils ont comparé ces 3 exos, donc squat barre libre, hack squat et presse inclinée. Ils l'ont comparé au protocole d'Alfredson sur plan décliné sur une jambe. Donc imaginez, vous partez pour 3 mois de ça. Excentrique sur une jambe, dans l'objectif de remodeler le tendon, versus 3 fois par semaine sur machine. Et alors, quels sont les résultats ? Vous savez quoi ? Ils ont les mêmes résultats à 3 mois. Ils ont les mêmes résultats à 3 mois sur la douleur et sur la capacité fonctionnelle. Il y a juste un truc, c'est que le protocole HSR prend 3 fois moins de temps que le protocole d'Alfredson. Et on s'entend qu'il est aussi beaucoup moins chiant. Et donc que l'observance est aussi bien meilleure. D'accord ? Donc le protocole de Kongsgaard-Bayer qui est intégré dans le protocole de Jill Cook, encore une fois, je répète pour que vous vous intégriez bien, c'est 3 exercices. La première semaine, on va faire 3 fois 15 RM par exercice. Donc je vous rappelle, sur le tendon d'Achille, on avait quoi comme exo ? Presse à solaire, donc presse assise, presse jambes tendues et pointe de pied sur 2 pieds à la Smith Machine. Vous notez d'ailleurs que dans le protocole HSR, ce sont des exercices bilatéraux, alors que dans Alfredson, c'est unilatéral. La première semaine, 3 séries de 15 RM par exercice. 15 RM, je ne sais pas si vous êtes familier avec le renforcement musculaire, mais ça veut dire que théoriquement, vous mettez la charge qui vous permet de faire 15 répétitions, mais pas 16. Je ne sais pas si vous mettez souvent les épaules sous des barres, mais arriver à 15 RM, c'est des séries longues quand même, on considère ça long en muscu, mais pour que la 16e soit pas possible, c'est quand même déjà lourd. Quand même déjà lourd. On pourra voir tout à l'heure sur le stand technologie, mais on viendra expérimenter avec moi ce que c'est du 15 RM. On essaiera de trouver ensemble quelle est la charge qui vous permet de faire 15 mais pas 16. Et vous allez voir que c'est très intéressant à explorer avec les gens. Et donc ça, c'est pour la première semaine. Le patient, il a 3 exercices. Il va en salle. Moi, je lui fais sa prescription sur Andro. Je lui dis, tu as 3 exos. Voici les exos. Et tu pars en salle pour faire ça. On se revoit la semaine prochaine, on réévalue. Semaine 2, je le revois. On teste nos marqueurs. Comment ça va tes sauts sur ta tendinopathie d'Achille? À combien tu as mal de 0 à 10? Combien tu as mal sur ton step down sur une jambe? Et si ça va bien, on progresse. Semaine 2 et 3, on part sur du 3 x 12. Donc si je lui donne 3 x 12, je fais quoi?
Je vais monter le poids. Exact. On va mettre un peu plus de charge, on va faire moins de reps. Pendant 2 semaines. Et là, je revois le patient à 2 semaines après. Et on réévalue. Semaine 4 à 5, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le volume, on passe à 4 séries. Et on augmente la charge. Vous voyez, comparé aux erreurs cliniques que je vous disais tout à l'heure, on augmente le volume, on augmente la charge. Semaine 6 à 8, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas une équipe qui gagne. On va se diriger vers du très lourd, vers de l'entraînement de la force. Quand on parle de force en renforcement musculaire, on parle de charge lourde et un volume généralement plus faible. Et ensuite, sur la fin du traitement, donc sur 3 mois, on va arriver sur semaine 9 à 12, 4 fois 6 répétitions. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du renforcement en force en muscu, mais 6 reps, c'est lourd. C'est très lourd. Tu prends la barre, tu fais... Il faut s'énerver un peu. Et la 6e, elle est dure. Elle est vraiment dure. Et là, on parle de gens qui ont mal. On parle de gens qui ont mal depuis des mois, des années. Mais puisque ce protocole est fait en bilatéral, à vitesse lente, malgré la charge incrémentale, vous verrez que vous n'avez pas plus de douleur. Au contraire, vous avez de moins en moins de douleur au cours du temps. C'est ça qui est fascinant dans le traitement des tendinopathies et qu'on a découvert avec ces protocoles-là. Il y a un truc aussi, c'est que souvent, quand vous avez des gens qui ont mal depuis des mois, des années, dans les premières 6 semaines, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que vous partez dans le protocole, vous faites semaine 1, 2, 3, 4, 5, et le patient, il revient. Il dit, écoutez, je fais bien les trucs, mais la douleur ne change pas. Et en fait, c'est un changement relatif. Souvent, ce qui va se passer, c'est que lui, globalement, dans son activité, il ne peut pas la reprendre, il a toujours mal, mais on voit que le marqueur change. C'est-à-dire que quand il va sauter, il aura peut-être un peu moins mal, ou il pourra faire plus de sauts avec la même douleur. Ben ça, en fait, pour nous, thérapeutes, c'est une forme de progression relative. Le patient peut de mieux en mieux tolérer la charge mécanique. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'à partir de 6 semaines, il va y avoir un décrochage, où la douleur va commencer à diminuer, et où notre patient va pouvoir vraiment commencer à progresser. Mais souvent, on considère que dans l'adaptation des tissus mous, les tendons, les muscles, ça prend souvent au moins 6 semaines d'entraînement régulier avant de provoquer un changement, que ce soit sur la douleur ou la capacité fonctionnelle. Donc il faut rassurer les gens et expliquer ça à la première séance. Je vais leur dire, écoutez, vous avez mal depuis 3 ans à votre tendon, vous venez me voir, vous avez consulté plein de gens, on va faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, ça va prendre du temps, je pense qu'on peut, pendant les 6 semaines, on ne verra aucun changement. Et on verra aucun changement, même si vous êtes extrêmement observant, si vous faites exactement ce que je vous dis. Par contre, faites-moi confiance, à 6 semaines, on aura commencé à bien travailler, vous allez voir que ça va commencer à décrocher et à s'améliorer. D'accord? Donc, ce qui est très différent de Stanish, c'est que là, on ne va pas tolérer de la douleur. On va aller chercher la douleur. On va la provoquer sous certaines conditions. On veut aller chercher un 4 à 5 sur 10 pendant l'exercice, si et seulement si, ça n'est pas pire après et pas pire le lendemain. D'accord? C'est très important puisque si, sur des tendons, c'est des patients douloureux chroniques, dès que vous faites un exo, ils vont avoir mal. Vous les mettez sous la charge, ils ont mal, ils ont peur, etc. Le truc, c'est qu'il faut leur dire, on va aller chercher de la douleur pendant, si et seulement si, t'es pas pire après, pas pire le lendemain. Ça veut dire aussi que si vous faites des exercices avec les gens et qu'ils n'ont pas mal pendant, et que tout va bien, ils disent non, non, mais moi ça va et tout, et que le lendemain ils se lèvent et ils ont un peu plus mal le matin, bah, c'est pas bon. Votre prescription n'est pas bonne, il faut réduire la charge, réduire le volume, réduire l'amplitude éventuellement. Parce qu'un tendon, ça fait toujours mal à H plus 24. C'est toujours la douleur d'après, et même, excusez, la douleur du lendemain qui va conditionner ce qu'on va faire avec les gens. Donc en fait, aujourd'hui, si vous n'interrogez pas la douleur à H plus 24, on manque le marqueur clé de la progression tendineuse. Parce que ce qui va se passer, c'est que votre patient il part dans le programme, admettons qu'il n'est pas trop mal pendant, après le lendemain il est bien, puis là vous continuez, semaine 2 et 3. Et là il commence à avoir mal le lendemain, mais il ne vous dit rien. Et vous lui dites ça va, ouais, mes exos se passent super bien et tout. Et vous continuez. Et, hop, et le lendemain il est de pire en pire. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après il va faire sa séance, il aura mal juste après la séance, et un jour il aura mal pendant, et vous aurez perdu des semaines en fait. Donc la douleur à monitorer dans les cas des tendinopathies corporeales, il y a plein de nuances, anthésopathie, blessure musculaire. Là, on parle de tendinopathie corporeale. C'est la douleur à H plus 24 et on peut tolérer une douleur à 4-5 sur 10 pendant. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ça fait beaucoup d'infos, mais on va dans toute l'amplitude tout de suite. Day 1, première séance, mon patient il part avec 15 RM sur le dos, toute l'amplitude sur step. Par contre, il doit le faire à vitesse lente.
À chaque fois moi, que je reçois des patients, je leur dis montrez-moi ce que vous avez fait avant. Combien de gens me font ça? C'est beaucoup trop rapide pour un traitement tendineux. Le tendon, pour sentir qu'il a besoin d'adaptation, il faut que ce soit lent et lourd. Et on parle, là, dans le protocole HSR, de 3 secondes de montée, 3 secondes de descente. On parle donc d'un temps sous tension de 6 secondes en total. Donc, exactement le même protocole qu'Alfredson en excentrique, puisque lui, c'était 6 secondes d'excentrique. Mais là, on va rajouter le concentrique. D'accord? Donc, concentrique, excentrique, 3 secondes, 3 secondes. Si vous faites ça, écoutez bien, au bout de 3 mois, 90% de vos tendinopathies sont réglées. 90%, on pourra discuter des 10% qui restent si vous voulez. Il y a des petites subtilités, notamment avec le tendon du plantaire grêle qui est complètement occulté. C'est, on pense, les 10% restants, qui sont les cas complexes, etc. Ou c'est des gens qui ont éventuellement pas mal de comorbidités. Diabète, qui fument, hypertension, qui ne bougent pas, etc. etc. D'accord? Donc ce protocole-là, aujourd'hui, c'est vraiment la référence du début du programme de référence. Ok, ça fait beaucoup de références là-dedans. Mais... c'est clair pour tout le monde. Donc, alors, comment optimiser vos traitements demain au cabinet? Premièrement, vous arrêtez le passif, on fait de l'actif. D'accord, c'est fini. En 2025, vous pouvez en faire, allez, la première séance parce que le patient il a besoin de se sentir pris en charge, il a besoin d'un contact, c'est important, ok? Mais gardez bien en tête la pondération de ce que vous faites. Qu'est-ce qui apporte vraiment plus de valeur à mon patient aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vraiment remodeler son tendon? Qu'est-ce qui va vraiment réduire la vascularisation et non pas augmenter la vascularisation? Ok? Donc on passe sur de l'actif au plus tard séance 2. Séance 2. Hein. Amplitude insuffisante. Là, vous avez compris que c'est l'amplitude qui va aussi conditionner le degré d'adaptation. Si vous restez en course moyenne ou interne, vous ne provoquez pas suffisamment d'adaptation. Donc on va aller sur l'amplitude complète tout de suite. Ensuite, on va personnaliser le volume. Vous ne pouvez pas donner le même nombre de séries à madame ou monsieur qui est à la retraite, qui ne bouge pas, que mon athlète de haut niveau qui arrive là. Évidemment, ils n'auront pas le même volume. Si vous donnez 3 x 10 à tout le monde, ça ne peut pas marcher. D'accord? Il va falloir personnaliser le nombre de séries par semaine aux patients. Et juste pour revenir sur le protocole HSR, on parle de 36 séries par semaine dans le protocole d'HSR. 35 séries par semaine. Pour ceux qui font un petit peu de muscu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 35 séries sur un groupe musculaire, c'est beaucoup. Hein. Généralement, on parle de 10 à 20 séries par semaine pour avoir une croissance musculaire, etc. Là, dans ce protocole-là, on a vraiment un très gros volume sur un tendon, un groupe musculaire, et vos patients ils vont avoir beaucoup de courbatures s'ils n'ont pas l'habitude aussi. Donc évidemment, il faut adapter ce protocole aussi. Vous ne pouvez pas l'appliquer comme ça bêtement. Vous adaptez le volume en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Okay ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a là, on passait de notre protocole de Stanish, vraiment pas terrible, au foot. Non, là, vous allez faire une progression avec des sauts. D'abord, des sauts souples, lents, où on s'assure que le patient ne redéclenche pas le lendemain, à des sauts un petit peu plus dynamiques et à des sauts vraiment toniques. Okay ? Sur 2 pieds, sur 1 pied, et on va aller jusqu'au bout de la progression des charges. C'est ça qui va protéger notre patient sur le retour au terrain. C'est le fait de l'avoir exposé aux contraintes les plus importantes pour que quand il se retrouve face à quelqu'un à changer de direction rapidement, il ne redéclenche pas à ce moment-là. Ensuite, la progression est souvent mal calibrée. Il faut refaire donc des tests fonctionnels avant le retour au sport. On verra aussi, avec l'apport de la technologie, la mesure de la force et de la puissance. Très, très important. D'ailleurs, on a aussi de très très belles marques comme Kinvent. J'ai la chance d'avoir Athanas qui est dans la place, qui mesure la force, l'accélération, etc. C'est des choses qui... Un jour, moi je pense, je te l'ai dit Athanas, je me suis dit, un jour on se demandera en kiné comment on faisait pour ne pas évaluer la force de nos patients à chaque séance. En tout cas au bilan, et puis réévaluer. Donc ça, bientôt, ça va arriver les amis, et ça va être génial. Ensuite, il y a un manque de personnalisation. Puisqu'on applique le même traitement à tout le monde et il faut adapter comme je vous l'ai dit. Et il faut éduquer sur la douleur. Éduquer sur la douleur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dire aux gens, c'est normal d'avoir mal. Je vais chercher à provoquer la douleur. Parce que vous avez mal depuis 6 ans, il faut qu'on aille chercher un peu. Si et seulement si, c'est pas pire après, pas pire le lendemain. Et il faut que je l'interroge bien, il faut que je le rassure, il faut que je lui dise pourquoi je fais ça. Si vous n'expliquez pas aux gens pourquoi vous allez provoquer de la douleur, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Ils vont se dire, mais pourquoi il me fait mal ce kiné? Le kiné me fait mal, j'ai pas envie de faire ces exercices. Et après, les gens ils disent quoi? Ouais, le kiné il me donne des exercices, c'est chiant, etc. Mais oui, mais si vous expliquez pas pourquoi on le fait,
comment on le fait, si vous écrivez pas, etc., la prescription, bah, c'est normal que les gens ils adhèrent pas. Hein. Moi, je mets au moins autant d'énergie à prescrire des exos que j'ai à vous parler aujourd'hui. Je suis très convaincant avec les gens. J'essaie de vraiment leur dire c'est important ce qu'on fait. C'est pas pour rigoler. Je ne passe pas 1 heure avec vous à vous expliquer tout ça parce que j'y crois pas. J'y crois profondément. Il faut que vous le fassiez et je vais vous demander à chaque séance est-ce que vous l'avez fait? Combien de séries vous avez fait? Est-ce que vous avez bien respecté le tempo, la douleur, l'amplitude, la charge? Qu'est-ce que vous avez mis, etc. Et on va tout monitorer en fait à chaque séance. C'est ça pour moi aujourd'hui la kiné. Donc dans ce cadre-là, comment la technologie va nous aider à être encore meilleurs? Parce que là, on parlait de choses sans même évaluer, sans même mesurer. Mais aujourd'hui, la technologie, et je vous avoue, je ne vous cache pas, je suis très heureux et très fier que Technologie me soit venu me chercher là parce que je suis fan de la marque. Mais alors, ce qu'ils ont développé là dans leur machine, c'est assez incroyable. Puisque la technologie, ça devient quasiment des Apple, Apple de la machine de renfort. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mesurer la puissance et la force. On va pouvoir gérer l'amplitude à laquelle on fait les exos. On va pouvoir avoir un suivi de la charge. On va pouvoir gérer le tempo et éviter que les gens fassent ça avec un temps sous tension d'environ une demi-seconde, alors qu'on veut 6 secondes. On va pouvoir personnaliser à chaque patient et on va pouvoir avoir un biofeedback sur ce que vous voulez comme type de contraction. Donc premièrement, ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Si aujourd'hui, vous ne mesurez pas la force de vos patients et la puissance, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, chez les gens qui ont une tendinopathie, il va falloir qu'on mesure la force. Combien mon patient peut produire de force et à quel moment la douleur arrive? Et en fait, à la première séance, on va avoir une force, je sais pas, de 3 kg avec, par exemple, sur le biceps, avec une douleur à 7. On va rentrer dans le protocole HSR, on va réévaluer ça à 1-2 semaines et peut-être qu'on aura un 2/10 de douleur à 7 kg après. Et c'est comme ça, vous voyez, qu'on va pouvoir monitorer les choses, ajuster les programmes, etc. Et là, on parle beaucoup de force et ça commence à rentrer dans la perspective commune que les kinés doivent évaluer la force. Mais il y a un autre truc qu'il faut évaluer, c'est la force sur le temps, c'est-à-dire la puissance. La capacité qu'a mon patient à développer une force importante sur un temps court. Et ça, d'un point de vue fonctionnel, ça a des implications énormes. Prenons des patients âgés. Admettons, pour quelqu'un qui a la même force, 2 personnes qui ont la même force, mais pas la même puissance, ça va donner ça concrètement. C'est une personne âgée qui va se lever comme ça, versus quelqu'un qui va se lever comme ça. C'est ça que ça veut dire. Pour une même force, si vous avez une puissance différente, fonctionnellement, là je vous prenais le cas d'une personne âgée pour avoir un panel un petit peu plus large que des sportifs, mais vous voyez bien en sportif ce que ça peut donner, un changement de puissance. C'est quelqu'un qui vous dépose sur un appui, c'est quelqu'un qui saute beaucoup plus haut, etc. Donc pour une même force, il va falloir aussi s'intéresser maintenant au travail de puissance et à la mesure de la puissance. Ensuite, on a des adaptations de la course. Bah, évidemment, quand on a quelqu'un qui est très aigu, on ne va peut-être pas tout de suite, dès séance 1, aller chercher en full amplitude. On va peut-être commencer sur une course moyenne, mais dès la séance 2, on va essayer d'aller chercher les mêmes amplitudes et une amplitude importante. Donc ça, la technologie maintenant nous permet de le mesurer. Il y a aussi, vous savez, on en était où la dernière fois? Vous savez, le patient vient et vous dites « Merde, qu'est-ce qu'il a déjà ?» Et alors, on l'a déjà fait. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs fois. Le patient vient et puis vous lui dites « Montrez-moi l'exercice qu'on a fait la dernière fois. » Puis le patient, il vous fait ça. Et vous dites « Ah oui, c'est bon, il a une tendinopathie d'Achille. » Ouf. Donc là, c'est arrivé. Hein. En fait, ça nous arrive tout le monde parce que pourquoi? On voit beaucoup de patients, on a des grosses journées, c'est lourd. Et des fois, on ne se souvient même pas de la patho que la personne, on se souvient à peine de l'exo qu'on lui a donné. Il faut être honnête, moi je suis transparent avec vous, je vois aussi beaucoup de patients. J'ai encore 2 jours au cabinet. Mais se souvenir de la prescription qu'on a fait, du nombre de séries, du nombre de reps, de la récup, de l'amplitude, du tempo par exercice, chez tous vos patients, je vous souhaite bon courage. Si vous ne notez pas aujourd'hui vos prescriptions par mail, sur une app ou sur les machines, jamais vous ne retiendrez ce que vous faites. Jamais. C'est impossible. Ou sinon, vous avez une charge mentale qui va vous faire péter un câble sur votre sphère perso. Mais bref, maintenant, on a des machines qui nous permettent de prescrire en amont de la séance le nombre de séries, amplitude, tempo que vous voulez. Le patient peut se connecter avec son téléphone à son compte perso pour avoir la prescription du jour. Vous avez le résultat de ce qu'il a fait dans la séance. On rentre dans une autre dimension de la prescription d'exercice.
Le tempo, je vous en ai beaucoup parlé. On peut tout à fait monitorer maintenant l'amplitude et le tempo que vous voulez avec un biofeedback en temps réel. Et alors là, incroyable. Franchement, moi, je fais un petit peu de muscu et j'ai halluciné de cette feature-là sur la technologie. C'est que maintenant, vous pouvez mettre une charge en concentrique à 10 kg, par exemple, et en excentrique à 15 kg. Pour ceux qui font du renfo, c'est un rêve. C'est littéralement le truc, c'est incroyable. Donc, je vous inviterai à me rejoindre juste après la conférence là-bas pour que vous essayiez vous-même. Il y a la poulie en bas, on va la prendre. On va faire 10 kg en concentrique, 15 kg en excentrique. Vous allez voir la sensation et l'efficacité du renforcement, c'est hallucinant. Vous pouvez gérer aussi la pente que vous voulez, la vitesse à laquelle vous voulez remonter. Il y a aussi des modes appelés visqueux qui gèrent la résistance en fonction de votre vitesse. C'est-à-dire que plus vous montez vite, plus il y a de la résistance. Donc ça, il faut vraiment que vous fassiez l'expérience de ça pour voir à quel point ça change notre renforcement musculaire et voir à quel point les patients vont pouvoir développer leur qualité de puissance par rapport à ça. Et évidemment, il y a le biofeedback, c'est-à-dire qu'en fonction de la tension que la personne va mettre sur le câble, on peut rester dans certaines zones. On peut, ils ont un retour en temps réel sur ce qu'ils font. Et on est très très loin, vous voyez, du Stanish fait sans supervision, etc. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus si nombreuses. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de gens. Merci à tout le monde, merci à tous les collègues. Merci bien entendu à Technogym qui m'a invité pour cette conférence. Donc globalement, ce que je veux vous dire aujourd'hui, on arrête le passif. Ok ? On en fait une fois ou deux pour avoir ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Pour le fait que les gens vous fassent confiance. Fine. Bon argument, je suis d'accord. Séance 2, on attaque sur l'actif. Avec une prescription individualisée en termes d'amplitude, de volume, de charge, de tempo, et on réintroduit la pliométrie. On a une progression qui est contrôlée et qui va diriger les gens vers le terrain. On passe d'une phase éventuellement d'isométrique dès le jour 1, dans une course moyenne, à un protocole HSR que vous avez désormais sur vos téléphones en photo, à une phase dynamique de saut, d'abord souple, et à une phase de stockage, restitution d'énergie très très intense en fin d'amplitude. Bien entendu, adapté en fonction des patients que vous avez, etc., etc. On suit les paramètres clés de force, de puissance, de série, de charge, de récupération. Et puis bien entendu, la technologie aujourd'hui peut nous aider à avoir des prescriptions plus fines, plus précises, mieux suivre ça dans le temps, avoir vraiment une charge incrémentale, être juste un peu plus professionnel, quoi. Donc je vous donne rendez-vous sur le stand pour expérimenter tout ça avec moi. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je publie des petites vidéos. Vous pouvez scanner ce QR code et suivre. Je publie une vidéo par jour pour vous expliquer tout ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à scanner le QR. J'ai besoin de plein de followers. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout de suite sur le stand Technogym.